Je vous remercie déjà, Vaincre la Muco, pour m'avoir sollicité. C'est vrai qu'on avait discuté plusieurs reprises avec Paola, avec Floriane, et le point de vue que l'on pouvait avoir, nous, sur ces questions-là à la FM Téléthon, alors que on n'est pas sur la mucoviscidose, mais que l'on soutient énormément de projets qui sont confrontés à beaucoup de problématiques qui ont été exposées là, et on a beaucoup d'interactions avec la Fondation Maladies Rares et de questionnements communs. On a également beaucoup d'interactions avec les SAT et autres structures de valorisation, puisque toutes ces questions sont un petit peu au cœur, nous également, de nos problématiques. Donc, j'ai choisi, moi, plutôt de vous faire un petit peu par des exemples, notamment en illustrant par des exemples de questionnements qui nous reviennent, auxquels on est confronté pour beaucoup de projets, de plus en plus de projets qui avancent vers les phases de développement, sur notamment des questions de toxicité et de production, et à quel moment intégrer tout ça dans un processus de recherche. Donc, je ne suis pas toxicologue, je ne suis pas spécialiste de la production. Ce que je vais vous dire là et vous montrer là, c'est le fruit de ce que l'on a pu récolter comme expertise. Il y a des parties de ce que je vais vous montrer là qui ont été faites avec des consultants avec qui on travaille régulièrement sur certaines de ces questions. Et j'ai aussi l'expérience de par mon passé également, puisque moi je suis chercheur de formation, virologiste, microbiologiste, et plutôt j'ai mal tourné, je suis allé vers la biologie moléculaire. Donc j'ai plongé dans l'ADN et l'ARN, et je suis bien content de voir qu'on donne maintenant un rôle crucial à l'ARN dans tout ce que l'on entend actuellement. J'ai pu mettre à profit tout cela pour le développement, la construction et le développement de deux biotech de Paris et la région, sur des domaines qui sont très variés, puisque j'ai travaillé sur de la production de protéines recombinantes dans le lait d'animaux transgéniques, que ce soit pour produire des facteurs sanguins, des anticorps, notamment, et autres protéines complexes, avant de changer totalement d'orientation et d'aller dans une biotech qui travaillait sur les infections, euh, toutes les infections bactériennes, fongiques, et en onco, sur des petites molécules. Donc tout ce qui est screening de molécules, hit to lead, et autres processus, c'est quelque chose que j'ai pu vivre de l'intérieur. Avant d'arriver à l'AFM Téléthon, où là, j'ai de nouveau changé totalement d'univers, puisque les maladies rares, je ne les connaissais que peu, sûrement mal, et encore moins les maladies neuromusculaires. Et surtout, je suis arrivé au moment où on commençait le boom des thérapies qu'on appelle innovantes, même si je trouve que de l'innovation, il peut y en avoir partout, qu'on appelait cela, on les dénommait comme ça, pardon, tout ce qui était thérapie génique, thérapie cellulaire. Et dans thérapie génique, j'inclus tout ce qui est également oligonucléotides, antisense, siRNA, tout ce qui va utiliser des molécules à la base d'origine cellulaire. Voilà. Donc à la FM Téléthon, je m'occupe de toute la recherche et développement, c'est-à-dire tous les projets que nous suivons, que nous accompagnons, que nous finançons,
principalement les projets importants qu'on appelle des projets stratégiques, même si j'interviens aussi sur tout ce qui est notre appel d'offres et tous les projets de nos appels d'offres annuels. Donc voilà, c'était juste pour resituer un petit peu mon parcours et ce qui va expliquer certains des exemples peut-être que je vais vous donner. Un, un premier élément, je pense à avoir en contexte, c'est le coût de développement d'un médicament. Donc ça a pu déjà être évoqué, peut-être pas avec des chiffres comme je vous montre là euh, ce matin, mais on est face à des coûts variables forcément et des coûts plus ou moins importants. Quand on est sur du repositionnement classique d'un médicament, c'est là où on est face à des coûts peut-être les plus faibles, puisque forcément il y a moins d'étapes avant d'arriver à une autorisation de mise sur le marché. On peut avoir besoin, même pour des molécules repositionnées, de reformuler le composé, de changer sa formulation, ce qui peut induire aussi une nouvelle voie d'administration et ce qui va entraîner forcément d'autres études. On peut être amené à refaire des études, notamment de tox de phase 1 pour ces produits-là, mais on peut être amené à faire aussi d'autres études. Et quand on arrive à de nouvelles entités, donc là c'est des entités chimiques, les NCI, euh, là, on est sur des coûts de développement qui sont forcément bien plus importants et ça peut aller bien entendu bien au-delà de ces chiffres-là. J'ai juste pris ces chiffres pour vous donner un ordre de grandeur. On peut trouver bien sûr tous les cas de figure. Et ces coûts de développement, forcément, on les retrouve dans la vie dans la vie du développement d'un médicament et dans la vie de sociétés qui peuvent être amenées à se créer pour porter ces développements. Avec ce qu'on appelle la vallée de la mort, qui porte bien son nom, puisque ce sont des étapes cruciales pendant lesquelles un projet peut s'arrêter, tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé le financement nécessaire pour aller jusqu'à son développement clinique et ensuite aller jusqu'au patient. Donc, je reviens pas sur tout ce qui a été dit ce matin. J'adhère à 100% à tout ce qui a été dit ce matin. L'importance, effectivement, de tous les fonds d'amorçage, les subventions et les structures de valorisation, qui sont une première étape pour passer de la recherche à la paillasse vers un pré-développement, vers une consolidation de preuves de principe et qui est l'étape cruciale avant d'envisager de se lancer soit dans la création d'une société, soit dans la vente d'une licence ou un accord de licence avec un industriel pour porter le développement. Parce que là, on change d'échelle en termes de besoins financiers pour avancer vers tout ce qui est préclinique réglementaire et clinique, et ensuite toutes les phases d'industrialisation par la suite. Donc, il y a beaucoup de projets qui se heurtent à ça. Il y a beaucoup de projets qui restent à l'état de projet parce qu'ils n'arrivent pas à passer cette étape-là. Donc, j'ai la faiblesse de croire que ça va en diminuant, ça va en s'améliorant. Et ça, notamment grâce à toutes les structures de valorisation dont c'est l'objectif et qui est de mieux en mieux rempli, en tout cas du point de vue du point de vue que j'en ai. Et je ne dis pas ça parce qu'il y en a autour de la table.
c'est une réalité. Et on travaille en bonne intelligence avec beaucoup de SAT et de structures de valorisation. On a peut-être un peu plus de mal avec Inserm Transfer, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, voilà, donc ça, c'est cette fameuse vallée de la mort dont vous entendez peut-être régulièrement parler, mais qui est une réalité. Hein. Il faut pas se voiler la face. Mais pour moi, il n'y a pas qu'une seule vallée de la mort. Pour moi, il y a plusieurs vallées de la mort. Clairement, il n'y a pas que la vallée de la mort financière. Il y a aussi des points d'écueil importants qui peuvent tuer un projet avant d'en arriver à ces étapes-là. C'est illustré dans pas mal d'articles. Hein. Les notions de vallée de la mort, ça fait très longtemps qu'elles sont connues, mais avec des points de vue qui peuvent varier et surtout des solutions proposées qui sont elles aussi variables. Mais pour moi il y en a plusieurs. Et les premières vallées de la mort pour moi elles sont aussi au niveau de la recherche, au niveau des étapes de recherche, d'identification du composé, du meilleur composé à présenter ensuite à des tech transferts ou à des industriels. Et c'est là-dessus que je voudrais insister effectivement parce que pour moi des écueils majeurs dans les étapes de recherche seraient de ne pas prendre en compte le plus tôt possible le profil de toxicité des composés que l'on développe et aussi de ne pas intégrer assez tôt tout ce qui est possibilité de production à grande échelle, que ce soit au niveau des procédures, des process de production, mais aussi que ce soit en termes de population à qui on va s'adresser dans la mise au point d'un traitement. Christine a parlé ce matin de maladies rares, très rares, ultra rares. Forcément, on ne doit pas avoir le même raisonnement suivant le nombre, la population de malades à laquelle on va s'adresser. Euh, on voit très souvent, nous, à l'AFM, passer de très bons projets de recherche, mais qui s'adressent à des populations très faibles et avec un produit qui sera très compliqué de produire à une échelle suffisante pour pouvoir adresser ne serait-ce que ce faible nombre de patients. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y intéresser. Nous, on s'y intéresse, on le prend en compte, mais clairement, c'est un élément qu'il faut intégrer le plus tôt possible dans un raisonnement, y compris au niveau de la recherche. La toxicité, c'est vrai que c'est une question difficile, surtout avec pas une réponse unique. Clairement, quel que soit le toxicologue avec lequel on parle, on va avoir des réponses qui vont être pas forcément les mêmes, des points de vue qui peuvent être différents. Donc, il va falloir aussi adapter le raisonnement et les choix qui vont être faits. Donc, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Ça, Christine en a parlé. Donc, l'attrition des molécules en développement, c'est la logique de toute façon de la sélection pour aller vers le meilleur candidat. Donc, il y a une grande part de cette sélection qui se fait au niveau de la paillasse, au niveau de la recherche. Quand vous faites des screenings de composés, quand vous faites d'une structure activity relationship, un rational drug design ou autre optimisation de composés, vous êtes dans cette phase-là pour essayer d'identifier un certain nombre composés d'intérêt. Donc là, je parle plutôt petite molécule, mais le raisonnement est exactement le même à mon sens pour d'autres composés, pour des oligonucléotides antisense, pour des siRNA, où il y a aussi de l'optimisation, bien sûr, à prendre en compte.
Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des phases pré-réglementaires, réglementaires et ensuite tout ce qui est clinique, forcément, on va arriver à diminuer les composés, composés qui vont réellement, au bout du compte, être disponibles pour les patients. Donc le 1 pour 10 que donnait Christine pardon, tout à l'heure, il est vrai à partir du moment où on arrive dans les étapes vraiment pré-réglementaires, réglementaires. Après, il y aura toute la sélection que vous aurez que vous aurez fait en amont, hein, bien sûr. Les causes des échecs dans les phases cliniques, elles sont documentées. Puisque ça, ce sont des données qui doivent être publiées, publiques. Et on se rend compte, notamment dans les phases 2 et 3, donc normalement, une fois qu'on a passé la première phase qui est de la pure tox, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de composés qui échouent de par leur toxicité, donc à peu près un quart d'entre eux, mais il y a aussi et surtout 50% d'entre eux qui échouent en efficacité. Et ça rejoint ce qui a été déjà évoqué ce matin, la translation entre les modèles cellulaires, les modèles animaux et l'homme. On se rend compte clairement que c'est loin d'être quelque chose d'évident et de tout tracer. Il y a d'autres causes d'abandon des développements, mais on va dire que les trois quarts sont dus à l'efficacité et à la toxicité. Sur la toxicité elle-même, on s'est rendu compte que au niveau préclinique, il y avait des échecs. Au niveau clinique, il y avait des échecs dans les mêmes proportions. Il y a à peu près 90%, un peu moins de 90% d'échecs, d'abandon de composés au niveau préclinique, au niveau clinique également, et ils sont dus à la toxicité pour une grande part et à l'efficacité, que ce soit sur les modèles animaux ou que ce soit, comme je l'ai dit précédemment, chez l'homme une fois qu'on est arrivé en essai clinique. Et quelque chose que l'on cherche à obtenir, c'est de savoir si on peut, s'il y aurait des moyens de savoir si une toxicité chez l'animal pourrait être prédictif de ce qu'on obtiendrait chez l'homme. Parce que dans ce cas-là, et c'est la dernière partie de l'histogramme, dans ce cas-là, on arriverait à 50%, à moins de 50% d'échecs si on arrivait à corréler les observations chez l'animal et les observations chez l'homme. Il y a beaucoup de modèles mathématiques qui s'intéressent à ça. Il y a beaucoup d'études qui essayent de trouver des corrélations. D'ailleurs, ces corrélations, on essaye toujours de les faire également pour trouver la dose que l'on va administrer chez l'homme. C'est tout un travail. Il y a des abacs pour faire des équivalences, mais on ne peut généralement pas s'affranchir d'une escalade de dose chez l'homme parce qu'on se rend compte que l'efficacité et encore plus peut-être la toxicité, il y a d'énormes différences. Je vais vous donner des exemples auxquels on a été confronté par rapport à ces questions de toxicité et de ce qui a pu être fait par des équipes de recherche, notamment sur ces questions-là. Un premier exemple, c'est le cas d'un oligonucléotide avec une chimie qui est la chimie des morpholinos, qui est une chimie qui est réputée comme étant très safe.
puisqu'il faut monter pour obtenir des effets indésirables liés à la chimie, il faut monter à des doses très importantes pour observer une toxicité. Donc là, je parle pas de la toxicité liée à la séquence, parce que forcément, dans les oligonucléotides antisense, la séquence que vous choisissez pourra aussi avoir un impact sur une toxicité éventuelle. Mais la chimie en tant que telle. Cet oligonucléotide, quand il est greffé à des peptides qui ont pour objectif d'améliorer sa distribution, on s'est rendu compte dans des essais, dans un projet que nous avions accompagné, que on avait une très très bonne activité dans des modèles murins sur plusieurs maladies. Cette approche a été testée sur plusieurs maladies, et il y avait une très bonne activité et la meilleure activité finalement en dose réinjectable, elle était aux alentours de 10-12 milligrammes par kilo. On pouvait un petit peu descendre la dose pour maintenir l'activité, mais l'optimum était dans ces eaux-là. On s'est quand même posé la question de la toxicité qui pouvait être engendrée. On a travaillé et on a commandé auprès d'une CRO une étude d'escalade de dose, parce que les équipes de recherche ne savaient pas gérer ce genre d'études. Donc on l'a fait pour eux, et on s'est rendu compte que à partir de 30 milligrammes par kilo, on avait une toxicité importante, alors qu'à 12 milligrammes par kilo, on n'en avait pas. Ou alors très très peu, quelques légers signes. Donc ça a été un élément qui a amené les équipes de recherche à retravailler leurs produits parce qu'ils n'avaient pas de backup suffisamment avancé à ce moment-là. Donc ils ont retravaillé des produits, et ils ont abouti finalement à des couplages avec des peptides où l'activité était maintenue. Mais par contre, quand ils ont intégré des tests de toxicité sur le modèle de ce qui avait été fait par la CRO, ils se sont rendus compte que forcément la toxicité qu'ils obtenaient, elle était moindre. Ils arrivaient eux à la mesurer, et ça leur permet d'avancer maintenant en clinique pour certaines indications via une société qui a été créée en Angleterre pour développer cette technologie-là. Donc ça, voilà, c'était un réflexe qu'ils n'avaient pas, et ça aurait pu tuer le projet si cette étude avait été faite encore plus tardivement. Un autre exemple, et on a parlé de repositionnement ce matin. Le repositionnement, clairement, a un fort intérêt, mais des fois, on se retrouve confronté à des composés qui peuvent être des vieux composés, notamment utilisés en oncologie, qui peuvent avoir un profil de toxicité qui peut alerter. D'ailleurs, dans certains cas, les études de tox n'ont pas été faites avec les standards qui sont faits actuellement. On a été confronté à un cas de figure de ce genre-là où le composé était utilisé pour le traitement contre des addictions. Donc des traitements qui sont pas de très longue durée, mais qui sont donnés à des doses relativement élevées, et ce qui expose à la toxicité qui était très bien documentée. Dans le repositionnement qui était envisagé, on parlait d'une maladie génétique à traiter dès l'enfance sur forcément le très long terme, puisque l'objectif, c'est de donner éventuellement ce médicament à vie. Euh,
Donc la question s'est posée, y compris auprès d'experts consultés, y compris auprès de cliniciens consultés, qui forcément hésitent, même si c'est une maladie génétique mortelle, hésitent à donner un composé avec un profil de toxicité tel. Mais ça, c'était jusqu'à ce que l'on aille plus dans le détail de du mécanisme d'action et de la dose qui était finalement envisageable. Et on s'est rendu compte sur ce produit-là que le mécanisme d'action était différent de celui qui était l'utilisation pour lequel le produit était mis sur le marché. On touchait un autre mécanisme d'action, ce qui permettait aussi de travailler à des doses d'environ 100 fois inférieures à la dose qui était documentée. Donc forcément, ça permet de remettre aussi en perspective, mais ça veut dire aussi que ce raisonnement sur la toxicité a été introduit relativement tôt dans le positionnement et dans la réflexion autour du produit, y compris en interagissant très tôt avec des cliniciens, puisque au final, c'est eux qui prendront la responsabilité de traiter des patients. Un dernier exemple, lui, dans le domaine de l'onco, avec une nouvelle molécule, petite molécule chimique, avec une cible nouvelle, qui était à l'époque très peu documentée comme étant une cible d'intérêt. Depuis, elle l'a été beaucoup plus. Et avec un panel assez large d'utilisation. Ce composé a été testé dans de nombreux modèles murins, donc des xénogreffes, avec des xénogreffes de tumeurs, avec des injections répétées jusqu'à 60 mg par kilo d'injection. Il y avait un très bon effet dose, avec une certaine toxicité qui commençait dans les doses dans les doses élevées, mais qui a pu être via justement la génération de d'analogues vers tout un travail de rational drug design et de SAR, obtenir des composés où à ces doses efficaces, on n'observait pas le début d'une toxicité, même en montant au-delà de 60 mg par kilo. Ce projet, les porteurs de projet ont décidé de faire une étude de toxicité pré-réglementaire dans un modèle rat assez classiquement utilisé en toxicité. Et ils se sont rendus compte que dès 80 mg par kilo, également à 120 et à 160 mg par kilo, il y avait de forts signes de toxicité qui étaient observés. Alors qu'à des doses légèrement inférieures et même à ces doses-là, chez la souris, il n'y avait pas de toxicité qui était observée. Du coup, ça a conduit les équipes à revoir potentiellement le schéma d'administration, plus vers des doses répétées, moins espacées, à une dose plus aux alentours de 20 à 30 mg par kilo, où là, il n'y a pas de toxicité observée. Donc ça m'amène à un point qui est la pertinence des modèles et ce que l'on peut faire dire à une étude de toxicité. Euh, Moi qui ai été confronté au monde des investisseurs, des levées de fonds, des business plans, montrer des résultats d'une étude où il y a de la toxicité, forcément, il faut faire très attention parce que clairement, ça peut tuer le projet auprès d'un investisseur. Mais si on ne lui montre pas ce genre de données, normalement, si son travail est bien fait, s'il s'entoure très bien dans ses experts, c'est une des premières questions qu'il va poser de la toxicité du produit.
Donc là, on se retrouve face à, à une situation où il faut faire de la toxicité, mais des études de tox, mais derrière, on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir en tirer comme enseignement. Je vais vous montrer, donner, alors vous les connaissez peut-être, quelques exemples où des toxicités humaines très sévères ont été observées, alors qu'il n'y avait aucun signe de toxicité qui avait été décrit dans toutes les études qui avaient pu être faites avant, d'un point de vue, y compris d'un point de vue, des points de vue réglementaires. Donc pour certains, ce sont des vieux composés. Il y en a d'autres qui sont plus récents. Et ces exemples, vous en trouverez énormément dans la littérature. Ou par exemple dans le premier cas d'un composé pour le traitement de l'asthme, il n'y avait aucune toxicité qui avait été observée chez tous les modèles animaux chez qui ça avait pu être testé. Et pourtant, il y a eu plusieurs milliers de décès au Royaume-Uni avec ce composé à une dose largement inférieure. Le thalidomide, on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu plus de 20 000 naissances d'enfants atteints de phocomélie avant qu'il ne soit retiré du marché. Et pourtant, le composé avait été décrit comme safe dans beaucoup d'études sur un large panel d'espèces animales. Et un exemple un peu plus récent sur les maladies auto-immunes, avec un composé qui, administré à une dose 500 fois inférieure à la dose non toxique chez l'animal, s'est montré très toxique immédiatement après l'injection, enfin très rapidement après l'injection chez les 6 volontaires sains de la phase 1, et ce qui a entraîné des complications à long terme chez ces malades. Donc ça pour vous dire que c'est pas parce que vous ne voyez pas de toxicité dans les tests que vous allez faire que derrière il ne peut pas y en avoir qui apparaissent chez l'homme. C'est pour ça que forcément il y a nécessité de multiplier ces phases cliniques, et d'où l'importance également de l'escalade de dose chez l'homme, de partir à une dose faible pour limiter potentiellement et documenter s'il y a des effets secondaires qui peuvent apparaître, une toxicité qui apparaît, qui n'aurait pas été observée dans toutes les études qui auraient été faites chez l'animal. D'ailleurs, le dernier point, si on reprenait avec les critères d'aujourd'hui de validation des phases de préclinique, tout ce qui est réglementaire, il y a beaucoup de composés qui sont utilisés, qui ne passeraient plus les barrières des essais chez l'animal, hein, la pénicilline, le paracétamol et l'aspirine, avec si vous voulez faire de la vieille bibliographie de très vieux articles qui le décrivent très bien. Et ça permet de mettre aussi beaucoup de choses en perspective par rapport aux évolutions de la réglementation qui va dans le bon sens. Hein. Je vais pas dire le contraire, mais qui n'est pas non plus, qui ne permet pas de prévenir tout risque. Alors, à partir de ça, je voudrais pas vous brosser un portrait, une image assez négative du développement. C'est des discussions que l'on a en permanence dans l'accompagnement des projets. Comment préparer au mieux le développement au niveau de la recherche, et surtout dans les projets qu'on accompagne vers soit la proposition d'une licence à un partenaire, à un industriel, soit vers la création de société, comment blinder au maximum le dossier et les éléments. Euh, Clairement pour moi, et c'est plus compliqué pour les petites molécules chimiques. L'importance de connaître la cible
Euh, pour tout ce qui est thérapie génique, oligonucléotides, antisense, généralement on a qu'une seule cible. Forcément, on arrive à avoir beaucoup de spécificité sur la cible, mais pour tout ce qui est molécules chimiques, on sait très bien que il n'y a pas, je pense que je risque pas grand-chose à dire ça. À mon sens, il n'y a pas de petite molécule chimique qui a une seule cible dans l'organisme. Euh, il y a souvent des cibles principales, des cibles secondaires. C'est pas évident de les connaître. D'ailleurs, la cible qui peut enclencher l'effet thérapeutique visé n'est pas forcément la cible principale, celle sur laquelle le composé va aller le plus inter- interagir. Il y a un peu tous les cas de figure qui sont observés. Donc, pour moi, ça me paraît important effectivement d'identifier la cible et d'essayer d'identifier s'il y a des cibles secondaires, même si il y a des équipes qui travaillent des années à essayer d'identifier une cible et qui n'y arrivent pas. Les technologies actuelles permettent quand même d'être un peu plus rapide et un peu plus précis sur ces identifications. Le mécanisme d'action, et ça a été évoqué également ce matin, et est important pour les agences pour aller défendre un dossier. Si vous n'avez pas la cible et pas le mécanisme d'action, ça va être très compliqué de continuer à avancer, hein, ça c'est évident. Euh, il faut pas, à mon sens, être monoproduit, trouver un hit et essayer de partir sur le développement de ce hit. Il faut chercher des analogues, chercher d'autres composés qui s'en rapprochent pour avoir des backups. Donc les backups en chimie, on peut en synthétiser des analogues, ça peut se designer et se synthétiser ou s'identifier dans les chimiothèques existantes. Euh, tout ce qui est oligonucléotides, antisense, siRNA, il faut pas s'arrêter à une seule séquence. Euh, il y a des laboratoires, j'ai un exemple en tête, hein, société Ionis aux États-Unis, sur une dystrophie myotonique de Steinert. Ils ont designé des oligonucléotides antisense sur toute la longueur de la séquence de l'ARN messager qui était visé. Voilà, pour sélectionner celui qui avait le meilleur profil d'activité par rapport à une toxicité. Donc ça peut se faire également sur tout ce qui est acide nucléique. Ensuite, alors on trouve beaucoup de documentation sur ce qu'on appelle Target Safety Assessment, donc qui est pour moi ni plus ni moins que connaître sa cible, connaître son composé, connaître décrire tout ce que l'on peut autour du profil du composé que l'on développe, les interactions qui peuvent être existantes si le composé a déjà été utilisé ou des analogues ont déjà été utilisés, quelle toxicité a pu être observée dans ce cas-là. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça va vous aider à constituer un dossier de profil de toxicité qui vous sera demandé forcément à un moment ou à un autre, de toute façon, dans la vie du médicament. Et ça vous permet également de proposer des stratégies de dérisquage. Je ne sais même pas si le terme existe ou pas en français, mais voilà, des voies alternatives ou des voies de repli si jamais vous vous retrouvez face à un adverse event, quel qu'il soit, à une des différentes phases réglementaires ou autres dans le développement de votre produit. Donc, il y a des sociétés dont c'est le travail de vous aider à de constituer tous ces éléments-là, de travailler avec vous. Euh,
c'est envisageable, mais honnêtement, je pense que les équipes de recherche peuvent très bien faire au moins l'essentiel de tout ce travail-là. Et ensuite, c'est des discussions qu'on a pu avoir là avec des spécialistes de la tox réglementaire, pré-réglementaire, réglementaire, préclinique et clinique. Savoir qu'est-ce qui peut être fait au niveau des laboratoires et qu'est-ce qui peut être fait et doit être fait plutôt au niveau de société, au niveau de CRO spécialisés. Euh, la première étape, forcément, au niveau du laboratoire, vital, c'est de faire de déterminer ce qu'on appelle des IC50, EC50. Ça, c'est très facile à faire pour tout ce qui est petites molécules. C'est la base. C'est ce qui va vous permettre, quand vous avez des séries chimiques, de ranker par efficacité ces composés, mais sans pour autant jeter les composés moins actifs pour ne garder que les plus actifs, parce que les plus actifs sont aussi potentiellement ceux qui vont déclencher le plus d'effets secondaires. Donc, avoir des backups, garder ces backups est vital. Ensuite, il y a beaucoup de tests qui peuvent être faits, mais dans tous ceux que je vous ai mis là, il est quand même essentiel, même si certains peuvent être faits au laboratoire, il est quand même essentiel que ce soit fait de manière rigoureuse, parce que ça va documenter un premier niveau d'information sur la toxicité de votre produit. Euh, des tests très simples, hein, la stabilité métabolique. Forcément, si le métabolisme du composé se fait en quelques secondes ou quelques minutes, ça sert à rien de continuer le développement de ce composé. Il n'atteindra pas sa cible. Donc ça, c'est clairement un point majeur. Ensuite, tout ce qui est plasma binding, donc aux protéines binding aux protéines du sang, des cellules du sang. Et ça, c'est important, même si il y a deux cas de figure. Si vous accrochez trop de cellules du sang, donc forcément, si vous devez distribuer dans l'organisme, il y en aura moins qui sera disponible, moins de biodisponibilité pour la cible cellulaire si vous êtes à l'intérieur d'un organe. Mais également, le pendant de ça, c'est que un binding à les protéines du sang peut aussi être synonyme de relargage dans le temps de ce composé et le rendre disponible peut-être sur le plus longtemps, mais à des doses inférieures. Donc, c'est pas forcément une donnée qui va tuer un programme, mais c'est à prendre forcément en compte. Ensuite, ben voilà, quand on est par voie d'administration orale, on veut être sûr qu'il y ait une bonne absorption intestinale et que ça va passer dans la circulation, bien évidemment. Donc ça, ces tests-là, il y en a certains qui peuvent être faits. Je connais des labos académiques qui font certains de ces tests-là, qui s'y sont essayés. Mais c'est pas des tests non plus faits auprès de CRO qui coûtent très cher. La plupart de ces tests-là, en tout cas pour avoir une première idée de l'intérêt de tel ou tel composé à développer. Ensuite, des tests de toxicité qui, eux, sont importants, sont les tests de génotoxicité et les tests, ce qu'on appelle les tests du canal de Hergue, donc pour la toxicité cardiaque du composé. Ces tests-là, ils peuvent être faits en laboratoire. Mais généralement, on conseille plutôt de les faire auprès de sociétés qui vont avoir les bons contrôles et qui vont vous rendre un rapport précis. Voilà. Généralement, une fois qu'on a fait tous ces tests-là, donc là, je parle d'un point de vue process logique. L'ordre dans lequel j'ai mis, c'est l'ordre logique dans lequel normalement on devrait faire ces tests.
ce qui est fait généralement dans les biotech ou dans les pharma. Euh, et c'est une fois qu'on a ces tests-là, qu'on a éliminé des composés qui ne répondaient pas à tous ces critères-là, qu'on se lance dans la partie animale. Et la partie animale, c'est l'étude de doses croissantes qui peut se faire chez la souris. Généralement, on peut commencer par la souris et ça peut se faire au laboratoire. Augmenter la dose jusqu'à obtenir une première dose avec des signes de toxicité. Euh, Ça, c'est des choses que l'on conseille au laboratoire, aux équipes de recherche de faire quand elles peuvent le faire pour leur donner une première idée. Même si on peut se retrouver dans le cas de figure où vous allez observer des toxicités, mais cette toxicité, elle sera spécifique au modèle murin chez lequel vous avez fait, donc elle pourra pas forcément être généralisable. Mais ça pourra vous donner une idée pour classer vos composés, pour vous aider à classer et à sélectionner les composés. Si un composé très actif présente des signes de toxicité, autant prendre un composé qui sera un peu moins actif, mais qui ne présentera pas de signes de toxicité. C'est pas pour autant qu'il va falloir jeter les autres, mais ça va être tout le jeu de la sélection quand on va avancer derrière dans la voie du médicament. Ensuite, des études de pharmacocinétique, toujours important. Là, c'est évident, mais ça à faire euh, plutôt auprès de sociétés parce que ça a besoin d'être fait de manière assez rigoureuse, de la même manière que la toxicité en dose répétée pour mesurer la toxicité liée à une accumulation du composé dans les cellules est une étape importante. Donc, les objectifs de toutes ces étapes-là, c'est juste de pouvoir éliminer certaines molécules qui sont potentiellement dangereuses ou qui n'atteindront pas leur cible pour optimiser ensuite tout ce qui est validation d'une preuve de concept chez l'animal. Parce que tout ça, c'est ce qui vous sera nécessaire avant d'aller ensuite vers tout ce qui est réglementaire et à faire valoir auprès des agences. Autre chose, la bioproduction, la production et la bioproduction. Alors, je sais bien que dans la muco, il y a peu de développement en thérapie génique pour des questions tout simplement d'accessibilité des cellules pulmonaires. Mais il y en a eu, et il y en a et il y en aura d'autres qui vont se faire. Alors, je vais avancer un peu plus vite parce que je vois que le temps file. Euh, le- un frein majeur potentiel au développement des produits de thérapie génique, et on reviendra sur la bioproduction, c'est le coût de ces produits. Effectivement, hein, le produit étant décrit comme étant le plus cher, le médicament le plus cher sur le marché, et de médicaments de thérapie génique de la myotrophie spinale à plus de 2 millions de dollars la dose, en tout cas telle que c'était affiché. Et quand on voit se multiplier les développements, pardon, de produits de thérapie génique euh, ces dernières années, dans des maladies rares comme dans des maladies fréquentes, de plus en plus dans des maladies fréquentes, forcément cette question du prix du médicament doit être prise en compte. Surtout qu'on estime qu'à l'avenir, dans les années qui viennent, plus de la moitié des nouveaux médicaments qui seront mis sur le marché seront des médicaments de thérapie génique. Et on voit cette euh, courbe exponentielle du nombre d'IND déposés au fil du temps. Ces produits de thérapie génique, ils sont tous relativement chers par rapport
aux 2 millions que je vous ai parlé tout à l'heure, mais on a rarement des produits qui sont à moins de 400 000 dollars la dose. Donc, on parle de thérapie génique, donc potentiellement une seule injection pour espérer traiter à vie les malades, même si on n'a pas encore le recul nécessaire pour imaginer qu'on n'aura pas besoin de réinjecter à un moment ou à un autre ce produit de thérapie génique. Euh, Ce qui rend insoutenable ce prix pour les agences, pour les payeurs quelque part derrière, du coup, tout ce qui est sécurité sociale, assurance ou autre, la prise en charge de ces traitements, ce qui a conduit, notamment dans le cas de ce produit, le Zynteglo, à faire que l'Allemagne a refusé de l'accepter et du coup, l'industriel Bluebird Bio a décidé de quitter le marché européen avec ce produit de thérapie génique et de se concentrer sur le marché notamment nord-américain. Et ça, c'est quelque chose en tant qu'association de patients que forcément on a du mal à accepter, qu'on ne peut pas accepter. C'est qu'on se retrouve avec des traitements seulement accessibles dans certains pays, alors qu'ils seraient indispensables partout dans le monde. La même chose se passe également hein, avec tout ce qui est Carticel et les batailles de brevets autour de cette hégémonie, notamment liée au Kymria, euh, parce que quelque part, c'est aussi parce qu'il y a cette propriété intellectuelle détenue par notamment Novartis, qu'il y a de tels prix sur ces composés. Ces prix de médicaments, on les retrouve pas que dans la thérapie génique. On les retrouve aussi sur des médicaments à administration régulière, avec quelques exemples qui sont pas forcément tous à jour, mais on a de nombreux traitements, que ce soit avec des protéines recombinantes ou d'autres formes de composés, des traitements qui sont à plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Donc finalement, il n'y a pas que la thérapie génique, comme le Luxturna que vous voyez ici en bas, qui coûte cher dans le développement, en tout cas qui va coûter cher aux différentes structures qui vont prendre en charge ces malades. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce prix du médicament, de ces médicaments? Il n'y a pas une seule explication. On a des fois un peu trop tendance à dire que c'est ce qu'on appelle le cost of goods. Donc, c'est le prix de la substance active. C'est pas forcément le seul élément, mais ça peut être dans certains cas un élément. Je vous ai mis à gauche le coût de fabrication d'un lot GMP d'un médicament, un siRNA, ça c'est un cas réel, un siRNA formulé pour une maladie pour lequel, pour produire le lot clinique condition GMP qui sera utilisé dans toutes les phases cliniques pour à peu près 80 malades, ça coûte 1 400 000 euros. À côté de ça, pour de la thérapie génique, voilà de vrais exemples de prix. Pour fabriquer un lot clinique pour 4 malades dans une maladie comme maladie de Crigler-Najjar, donc qui touche le foie, c'est le coût de fabrication pour 4 patients, c'est 1 million de dollars, 1 million d'euros, pardon, et un petit peu moins pour une autre maladie. On estime globalement que le coût effectivement d'une thérapie génique en termes de production pour les thérapies géniques avec une quantité moyenne à importante de produits, donc corps entier ou une part importante de l'organisme, on estime que c'est à peu près 650 000 euros pour
de production. Jean-François, je suis Oui. désolée, on a un petit peu pris par le temps. Peut-être qu'on peut Ouais. Mais je crois que finir rapidement. j'arrivais quasiment à la fin. Super. Ça, c'était pour les doses. Voilà, les derniers points. Le dernier point sur lequel je voulais juste passer deux, 3 minutes, c'est finalement sur nous la manière dont nous avons avancé et dont nous aidons les équipes comme vous pourriez l'être dans toute cette vie la mise au point du médicament. Nous avons soutenu et nous soutenons toujours des projets de recherche fondamentale avec plusieurs centaines de projets soutenus par an. Mais nous avons très tôt décidé également de mettre en place nos propres laboratoires et nos propres structures de développement pour aller vers la clinique le plus tôt possible avec ces produits. Donc c'est pour ça que certains des exemples que je vous ai dit là sont issus de nos propres recherches et de l'expérience que l'on a pu en retirer. Mais nous sommes rendus compte également que on ne pouvait pas tout faire, nous, à l'AFM. On avait besoin également de partenaires et on avait besoin aussi d'aider à la création de sociétés. Ce que nous avons fait via un fonds d'investissement avec la BPI, où nous avons investi dans plusieurs sociétés qui sont listées ici et qui continuent eux, le développement de composés qui avaient été à l'origine identifiés dans des projets d'appel d'offres ou des projets que nous avons soutenus. Mais nous avons voulu pousser plus loin en créant également des sociétés directement, dont une société qui s'appelle Hyposchésie, qui a comme rôle et comme objectif d'industrialiser tout ce qui est produit de thérapie génique. Donc, c'est une société privée créée en partenariat avec la BPI et avec des fonds de la FM Téléthon, et dont le but est de commercialiser, comme n'importe quelle industrie pharmaceutique, des produits de thérapie génique, que ce soit des produits qui auraient pu être développés en interne, mais également des produits développés pour des partenaires à l'extérieur. Et ces partenaires extérieurs, nous en avons énormément qui ont pu prendre des licences sur certains des produits que nous avons financés en recherche ou que nous avons commencé à développer et qui poursuivent leur développement maintenant via ces partenariats. Voilà. Donc, je suis désolé d'avoir dû accélérer sur cette phase-là. Voilà. Merci. Des questions? Alors, je vois pas le chat, par contre. J'avais posé une question sur la qualité des produits parce que ça fait partie du coût en préclinique qui est importante. Alors la qualité, oui, clairement, c'est vital. C'est d'autant plus critique la qualité que le process de production sera complexe. Plus vous avez d'étapes dans un process de production, plus potentiellement vous pouvez avoir des impuretés ou autres formes dégradées de votre principe actif qui se retrouvent dans le produit fini. Donc forcément, ça a un gros impact. Ça peut avoir un gros impact en termes d'assurance qualité. Et ensuite, en termes de validation des lots qui pourraient être délivrés à l'issue de tout ce processus. Donc, sur la chimie, l'impact, il est important parce qu'il y a beaucoup d'étapes de purification intermédiaires. Quand vous avez 10-15 étapes pour arriver dans le produit final, forcément, les critères qualité sont vitaux et on retrouve ça quelque part aussi au niveau du coût
du médicament. Oui, ça c'est évident. Et ensuite les rendements de production. Si vous perdez 15% de produits, même 15%, c'est déjà pas mal de perdre 15% seulement à chaque étape. Quand vous avez 15 étapes, faites le calcul combien vous arrivez de produits finis et les quantités auxquelles il faut avec lesquelles il faut démarrer. Oui, ça, introduire ça le plus tôt possible, la qualité, essayer d'optimiser les phases de production. Et ça, au niveau recherche, c'est seulement au niveau recherche que ça peut être fait. Il y a énormément de travail aussi qui a un impact derrière sur le prix et la qualité du médicament. Pour rebondir ce que vous dites, Jean-François, parce que c'est vraiment très intéressant. Merci pour la présentation. En plus, à nuit avec plein de vrais, basés sur des vraies choses, entre guillemets, du factuel. Nous, on se rend compte effectivement que même au niveau des SAT, il est important, on parle beaucoup de science, il n'y a pas de souci, mais il y a le manufacturing qui est super important. Il faut absolument qu'on commence déjà, nous, à notre niveau, à savoir un petit peu quels vont être les freins aussi au niveau de tout ce qui va être coût, des réactifs qui vont être utilisés, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer et de réduire le nombre d'étapes. Enfin, c'est des choses sur lesquelles nous, on essaie de sensibiliser les chercheurs, mais c'est vrai que des fois, c'est plus le rôle à ce moment-là, effectivement, en fin de programme de maturation, de s'y intéresser, parce qu'il faut déjà qu'on soit sûr de la preuve de concept qu'elle marche. Mais on essaye, nous, en tout cas, au niveau des SAT, de le prendre en compte. Parce que c'est pas après arriver à ce moment-là, on a quelque chose d'intéressant et on file le bébé, entre guillemets, à un industriel et qui, lui, va être confronté à toutes ces problématiques. C'est souvent un frein pour lui parce qu'il va me dire, attendez, mais ce que vous avez fait, c'est bien, mais vous avez réfléchi du côté chercheur et pas du côté industriel. Et c'est important que, voilà, ça aussi, c'est des choses qu'au début, nous, les SAT, on faisait pas forcément. En tout cas, pas toutes. Et là aussi, ça peut être des freins sur certains projets qui ont pris du temps et qui ont dû revenir sur des basiques pour pouvoir redémarrer parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau production industrielle ou pré-production, parce qu'après, on n'était pas forcément accès à toutes les subtilités du monde industriel, mais quand même. Et c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de s'intéresser à tout ce qui est adéquation au niveau du monde industriel. Donc, merci. Non, mais ça c'est vital. Hein. Et au niveau de la chimie, clairement, il faut travailler. Les biologistes doivent travailler en étroite collaboration avec les chimistes quand il s'agit de petites molécules, de petites molécules chimiques. Parce que ce sont eux, les chimistes, qui peuvent avoir une voie de synthèse où ils ont l'habitude de travailler, mais il faut les questionner. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de synthèse qui sont peut-être plus efficaces? Voilà, travailler vraiment en étroite collaboration. Des fois, les chimistes ont du mal à parler avec des biologistes et vice-versa, mais quand ils arrivent à le faire, c'est là où on arrive à des beaux projets et c'est là où on donne le plus de chance aux produits. Alors, il y a Jean-Claude Serrard qui a une question. Bonjour Jean-Claude. Fabrice avait une question pour moi. Ah, pardon, alors Fabrice. J'ai pas vu le premier, pardon. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup pour cette présentation, super intéressante. Je me demandais juste, est-ce qu'il y a des molécules, des profils de molécules dont on sait dès le départ qu'on ne va pas réussir à produire à grande échelle? Alors, en termes de production, c'est assez compliqué, et en termes d'échelle également. Moi, c'est plus en termes de comment dire, en termes d'acceptabilité de certains composés. Juste, j'ai développé. En chimie, on parle beaucoup de composés avec des warheads. Des composés hyper réactifs. Donc ceux-là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de vendre un développement parce que c'est ceux potentiellement qui vont avoir les moins bons profils de toxicité. Après, en termes de profil de production que pourraient avoir certains de ces composés, c'est forcément différent quand on parle de petites molécules chimiques quand on parle de molécules d'origine biologique.
On n'est pas du tout sur la même échelle de coûts et aussi potentiellement de difficultés de production. Donc, je sais pas, Fabrice, par rapport à cette question, si vous aviez en tête des cas précis ou des typologies de production précis, mais j'ai tendance à dire qu'il y a rien de facile à produire, clairement. On peut croire que produire une molécule chimique, c'est plus simple que produire de la thérapie génique. C'est vrai dans une majorité des cas, mais il y a des cas très complexes de production chimique, et ça, vous le savez au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux, où c'est pas forcément plus simple, parce que derrière, quand il va falloir en chimie documenter toutes les impuretés que vous allez concentrer dans le produit final et qu'il va falloir essayer de trouver un moyen d'éliminer ces traces d'impuretés sur lesquelles les agences vont s'arc-bouter pour vous demander ce qui est nécessaire. De toute façon, là, on se retrouve face à une vraie difficulté. Donc, mais c'est pour ça, anticipation, c'est vraiment le maître mot dans tout développement. S'intéresser à l'après et pas être juste dans le résultat à la paillasse immédiat. Si on a vraiment comme finalité d'aller en clinique, il faut vraiment intégrer le plus tôt possible tous ces raisonnements-là en s'appuyant sur des experts. Il n'y a pas besoin de faire appel à des CRO, à des consultants dans le monde académique. Il y a de très bonnes équipes. En chimie, il y a de très bons toxicologues, également pharmacologues qui travaillent dans des labos académiques. Il faut surtout pas hésiter à se rapprocher d'eux pour vous aider ou vous conseiller en tout cas.